donc voilà, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir avec mon compère Arnaud pour animer ce Mmh. webinaire pour Ah ceux bah, et celles. Alors, non, c'est de la conférence de MyTwig. est-ce que la personne pourrait couper son micro, s'il vous plaît? Merci. Euh, Voilà, donc je retrouve Arnaud ce soir. Je rappelle rapidement, Arnaud, c'est notre spécialiste numérique de l'équipe. Il est papa de 2 enfants, ingénieur. C'est lui qui a eu l'idée de MyTwiga et eh bien, ça fait 3 ans maintenant presque que nous collaborons ensemble sur cette question du numérique et de l'accompagnement de nos ados dans leur vie numérique. Et eh bien, nous essayons régulièrement, toutes les 3 semaines à peu près, de vous retrouver sur des thèmes autour du numérique. Et ce soir, nous allons parler de comment eh bien, aider nos ados à bien s'informer sur le numérique. Arnaud, je te laisse enchaîner. Merci Nadège. Bonsoir à tous. Alors moi je vais vous présenter rapidement Nadège, maman de 3 enfants, 3 ados, 3 grands ados, psychologue, toujours spécialiste des relations parents-enfants et parents-adolescents depuis plus de 15 ans, cofondatrice d'APECOM, Apprendre à communiquer, et de MyTuga. Nadège, elle publie aussi, elle est aussi auteure chez Bayard et elle va nous aider ce soir dans ce webinaire à comprendre les méandres de nos biais cognitifs dont on va un peu parler ce soir dans le cadre de ce webinaire sur la manière de s'informer. Alors, pour introduire le sujet, les outils numériques ont littéralement révolutionné la manière dont les informations nous arrivent et la manière dont nous nous informons aujourd'hui. C'est une révolution certainement aussi importante que celle de l'imprimerie. Le numérique est à la fois un formidable outil d'émancipation, mais aussi un outil qui peut servir à la désinformation et également à la mésinformation s'il est mal utilisé. Et donc, savoir s'informer est devenu une compétence clé à acquérir maintenant dans nos usages numériques pour éviter que cette nouvelle façon de s'informer ne se retourne contre nous. Alors, c'est devenu une compétence indispensable pour nous qui vivons pour la première fois cette révolution, mais aussi pour nos enfants qui vont y être confrontés de plus en plus tôt avec des techniques de falsification de plus en plus sophistiquées comme les deepfakes, où on peut maintenant faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Et donc, il faut d'abord que nous soyons conscients en tant que parents de ce que nous vivons et comment nous y adapter pour ensuite pouvoir guider correctement nos enfants et surtout nos ados dans cet enjeu majeur de l'information sur Internet. Alors, dans ce webinaire, nous allons d'abord vous présenter en quoi l'information dans le numérique demande justement qu'on soit un minimum formé pour l'utiliser correctement. Ensuite, Nadège nous présentera les différents biais cognitifs qui sont à l'œuvre et qui peuvent de bonne foi nous induire dans l'erreur. Et enfin, je vous présenterai concrètement les réflexes à acquérir et comment aborder ce sujet avec votre ado pour mieux les guider. Alors, qu'est-ce qui a changé fondamentalement dans la manière de s'informer aujourd'hui? Eh bien, avant, l'information était sélectionnée, hiérarchisée, mise en forme et diffusée par ce qu'aux États-Unis, on appelle les gatekeepers, littéralement les gardiens de l'information, c'est-à-dire les journalistes. Alors, pourquoi on utilise un terme américain? Parce qu'aux États-Unis, plus qu'ailleurs, les journalistes représentent ce contre-pouvoir indispensable au bon fonctionnement d'une démocratie. Leur mission première n'est pas de donner des leçons, mais de retranscrire ce que sont les faits en fonction des connaissances du moment, en émettant le doute et surtout en séparant les faits des différentes interprétations possibles. Quelle que soit leur sensibilité et leur vision du monde, ces gatekeepers ont pour mission de nous faire partager les informations importantes et vérifiées qui constituent un peu notre socle, notre histoire commune. C'est-à-dire que même si les avis divergent, nous avons une même compréhension de ce qui est important et qui va influencer la société dans laquelle nous vivons. Or, maintenant, avec le numérique, l'information nous arrive sans filtre, sans sélection, au même niveau. Sur les réseaux sociaux notamment, elle n'est plus du tout hiérarchisée, elle n'est plus forcément vérifiée, et surtout la quantité d'informations est colossale. C'est ce qu'on appelle l'infobésité. Et cette infobésité est le résultat d'un fait nouveau. Nous sommes partie prenante maintenant de l'information, puisque tous, nous pouvons potentiellement être à l'origine d'une information. Nous pouvons produire et diffuser une information au monde entier.
Alors sur le papier, c'est une avancée sans précédent, hein, car potentiellement, nous n'avons plus besoin des gatekeepers qui avant contrôlaient l'information, et aussi professionnels soient-ils, l'information était quand même sous contrôle et dépendante de leur subjectivité. Sauf que voilà, et c'est là où ça se gâte, outre le fait que nous n'avons pas les compétences au départ pour traiter l'information qui arrive de manière brute, et que cette information est en quantité beaucoup trop volumineuse pour la traiter correctement, le gros problème que nous avons, c'est le modèle économique du numérique. Hein, c'est la fameuse économie de l'attention que l'on a déjà évoquée, qu'on a évoquée notamment lors du webinaire sur les réseaux sociaux. Et ça va former un cocktail détonnant. Les outils développés par les plateformes comme Facebook, YouTube ou Twitter pour maximiser cette économie de l'attention ne vont pas du tout jouer en notre faveur et surtout pas en faveur d'une information honnête et représentative. Et les outils qui ont été conçus par ces plateformes pour capter l'attention sont redoutables d'efficacité. Alors pourquoi? Parce qu'ils utilisent des biais naturels de notre cerveau avec des algorithmes très sophistiqués qui vont surexploiter nos faiblesses au profit de cette économie. Et ça va favoriser évidemment des informations d'un certain type qui retiennent plus facilement notre attention et qui vont donc plutôt jouer sur nos émotions que sur notre réflexion. D'ailleurs, ce seront plutôt des images et des accroches très courtes que des articles de fond. Et surtout, effet aggravant, les algorithmes de ces plateformes vont détecter très rapidement quel type de sujet nous fait réagir. Et le résultat, c'est que nous aurons une information personnalisée, simple, facile à comprendre, qui va s'adresser directement à nos émotions les plus sensibles. Et on va voir l'effet dévastateur que cela peut avoir avec Nadège juste après, avec nos biais cognitifs. Voilà pourquoi cette nouvelle façon de s'informer est une voie royale pour la fausse... Pardon. Allez Arnaud, ça y est. Voilà pourquoi cette nouvelle façon de s'informer est une voie royale pour la fausse information. Les fameuses fake news, la désinformation de manière intentionnelle, mais aussi pour ce qu'on appelle la mésinformation, c'est-à-dire la mauvaise interprétation non intentionnelle de l'information, car nous sommes dans un environnement qui a été conçu pour utiliser nos faiblesses et nos biais cognitifs, non pas pour nous informer, mais pour capter notre attention. Alors pour terminer rapidement sur ce tableau et sans rentrer dans le détail sur les responsabilités et ouvrir un débat passionnant sur le rôle de la presse aujourd'hui, on peut quand même faire le constat que même si les médias traditionnels sont en train d'évoluer pour s'adapter à cette nouvelle donne, pour l'instant, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont un peu dépassés par ce phénomène de la désinformation et surtout, plus important, ils sont eux-mêmes pris au piège dans le modèle économique de l'attention, alors qui, ironie de l'histoire, en plus, a été inventé par la presse elle-même au départ. Voilà pourquoi, et sans attendre, il va falloir de notre côté développer les bons réflexes, des réflexes de journalistes face à l'information qui nous arrive. Et il est clair qu'aujourd'hui, aucune loi, aucun algorithme n'arrivera à contenir la désinformation. C'est à nous d'exercer notre esprit critique, comprendre ce qui est en jeu dans les mécanismes de l'attention, comment on tombe naturellement dans certains pièges qui sont tendus à nos biais naturels et comment nous pouvons éviter cela avec les bons réflexes. Et je vais donc laisser Nadège nous présenter maintenant en quoi correspondent ces biais cognitifs pour mieux les identifier. Nous verrons après quels réflexes concrets on peut adopter pour traiter l'information. Merci Arnaud, merci. Et donc effectivement, je prends la main pour l'instant pour parler de ces fameux biais cognitifs. Alors déjà, vous donner une définition, qu'est-ce que ça veut dire un biais cognitif? C'est un terme qu'on utilise de plus en plus, mais qui n'est peut-être pas évident. Un biais cognitif, c'est on va dire un raccourci de pensée, une erreur non volontaire, évidemment, dans notre façon de réfléchir, dans notre façon, par exemple, de traiter l'information ou dans notre façon d'apporter des éléments à ce que nous sommes en train de mettre en place. Et nous avons tous,
tous, hein, tous les êtres humains, nous avons des biais cognitifs. Je vous expliquerai un petit peu plus tard pourquoi. Parce que voilà, nous sommes ainsi faits et nous en avons besoin. Mais dans le cadre de la recherche d'informations et de la compréhension du monde qui est autour de nous, eh bien, ces biais cognitifs, ces habitudes peuvent devenir malheureusement eh bien, des sources d'erreurs et des sources d'erreurs très importantes. Alors, je vais vous présenter quelques biais cognitifs, pas tous, parce que la liste est un peu longue, mais je vais vous présenter les biais qui sont les plus importants et qui sont ceux que l'on retrouve notamment eh bien, quand on parle d'information et de médias. Alors, ces biais cognitifs, le premier, le plus important, c'est celui qu'on appelle le biais de confirmation. C'est un peu celui qu'on appelle le parrain ou le papa des biais cognitifs. Ce biais de confirmation, il nous dit quoi? Il nous dit que nous avons une tendance naturelle, nous, êtres humains, à chercher principalement des informations qui viennent confirmer notre façon de penser, qui viennent nous prouver que ce que nous pensons eh bien, est vrai. Alors ça, c'est pas, il n'a pas fallu attendre les réseaux sociaux hein, pour avoir ce biais de confirmation. C'est déjà quelque chose qu'on avait de façon habituelle avec la presse classique. Je vais donner un exemple plutôt franco-français, mais que vous comprendrez. Quand vous étiez plutôt de droite, eh bien, vous aviez plutôt la tendance à acheter le Figaro. Et quand vous étiez plutôt de gauche, eh bien, vous aviez tendance à acheter Libération. Et évidemment, eh bien, vous alliez acheter le Figaro d'un côté parce qu'il confirmait vos valeurs et vos pensées, et c'était la même chose pour Libération de l'autre côté. Donc, ce biais de confirmation, il est extrêmement fréquent. On le retrouve partout pour énormément de choses. Il prend par contre beaucoup d'ampleur par rapport aux réseaux sociaux, comme tu l'as indiqué Arnaud, à cause de cette fameuse bulle que les réseaux sociaux vont créer autour de nous, c'est-à-dire que les algorithmes eh bien, vont faire en sorte que nous n'ayons accès qu'à ces informations. Avant, j'ai envie de dire dans le monde réel, vous alliez au kiosque à journaux et vous pouviez quand même voir tous les gros titres de tous les journaux. Maintenant, avec les réseaux sociaux et cette fameuse bulle, n'arrivent que les informations et les titres qui confirment ce que vous pensez. Et donc, le grand risque des réseaux sociaux, eh bien, c'est de nous enfermer encore plus dans nos croyances. Le deuxième biais, il confirme d'ailleurs, et il est dans la lignée de ce biais, de ce premier biais, le biais d'exposition ou le biais de répétition. Ce biais, il est là, c'est une illusion, il nous amène une illusion de vérité. Plus nous sommes exposés à des informations, eh bien plus nous sommes susceptibles de croire que ces informations sont vraies. Et ça, c'est aussi tout à fait logique. Hein. Si dans la nature, vous n'arrêtez pas de voir des vaches bleues, eh bien, au bout d'un moment, vous finirez par croire que effectivement les vaches sont bleues. Et ça, c'est lié au fait que notre esprit, et il en a besoin, eh bien, a tendance à croire ce qu'il voit. Le problème de ce biais d'exposition, eh bien, c'est que le fait d'être exposé encore et encore aux mêmes choses, eh bien, nous donne l'impression qu'elles sont vraies et c'est tout le problème eh bien, qu'on retrouve après avec ce qu'on appelle les fake news ou par exemple aussi les théories du complot, puisqu'effectivement, eh bien, comme elles nous exposent à des choses qui paraissent vraies, qui nous semblent vraies, eh bien, effectivement, nous finissons par nous dire eh bien, c'est sans doute vrai ou il y a une part de vérité dans tout ça, alors que tout cela peut être uniquement construit. Troisième élément, ce n'est pas un biais, mais c'est un élément qui est très important à garder en tête. Nos capacités d'attention sont limitées. Nous avons un certain degré de temps, d'énergie à donner à la vérification des informations, à donner eh bien, pour prendre cette information. Et comme notre attention est déjà très sollicitée par ailleurs, par d'autres éléments ou par d'autres informations, eh bien, nous avons tendance à aller
aux informations les plus rapides et les plus faciles. Et bien sûr, nos ados qui ont eux aussi un degré d'attention encore plus limité que nous et qui est très sollicité déjà, par exemple, par l'école, vont avoir une capacité d'attention très limitée à donner à l'information. Un troisième biais, un quatrième élément que tu as déjà évoqué, Arnaud, c'est cette notion de l'émotion. Alors, ça aussi, ce n'est pas récent. Si on prend la presse classique, avec les gros titres, avec les capacités, les récits émotionnels, la presse faisait déjà appel à l'émotion. Mais cet élément est amplifié aujourd'hui par les réseaux sociaux, par le fait aussi d'utiliser beaucoup les images, la musique. Il ne faut pas oublier que on a testé ces éléments. Une vidéo sans musique a moins d'impact qu'une vidéo avec musique. Et la musique vient amener de l'émotionnel. Donc, ce biais émotionnel est très important. Il va faire en sorte que certaines informations vont fonctionner vont circuler plus vite que d'autres et les réseaux sociaux utilisent énormément ce critère émotionnel. Cinquième élément important, c'est que nos capacités cognitives, c'est-à-dire nos capacités d'analyse, de compréhension, nos capacités d'aller chercher au-delà des apparences sont elles aussi limitées. Notre cerveau, il a un certain quota de disponibilité et il faut savoir quand même que notre cerveau, c'est déjà notre organe le plus gourmand en termes d'énergie. Il dépense beaucoup plus d'énergie que tous nos autres organes et donc il est un peu dans l'obligation d'être écologique. Alors, ça veut dire quoi écologique? Il est dans cette obligation de fonctionner avec le plus d'efficacité et le moins d'énergie possible. Et ce qu'a montré le prix Nobel d'économie, le docteur Kahneman, en 2012, c'est qu'il y a deux systèmes de fonctionnement dans notre cerveau. Un système 1 qui est très rapide, très intuitif, qui fonctionne avec beaucoup de raccourcis, mais rapide, et puis un système 2 qui lui est beaucoup plus rationnel, beaucoup plus lent, mais qui demande évidemment beaucoup plus d'énergie. Et ce système 2, en réalité, vous le voyez à l'écran, nous l'utilisons spontanément uniquement dans 5% des informations que nous sommes obligés de traiter dans la journée. Tout le reste est très rapidement en instinctif. Alors, pas de problème quand il s'agit de se demander comment je m'habille aujourd'hui, qu'est-ce que je mange ou est-ce que je prends un parapluie ou pas. Évidemment, heureusement que là, on est en instinctif et en rapide, mais évidemment, quand il s'agit de venir se demander, est-ce que ce que je lis, c'est totalement vrai, est-ce que j'ai la bonne information ou pas, là, ça peut poser plus de problèmes. Et puis, pour clôturer sur ces biais, un dernier biais qui est très important lui aussi, qui est le biais de représentativité. Le fait que, c'est un peu lié au fait que notre cerveau a besoin de fonctionner très très vite. Notre cerveau a aussi l'habitude de fonctionner avec des images toutes faites, des croyances, des stéréotypes, le fait de se dire les choses sont plutôt comme ci et plutôt comme ça. Et évidemment, ces stéréotypes, ils sont notamment liés à la pression sociale. Ils sont présents tout le temps, vous les avez absolument dans tous les éléments, mais ces stéréotypes, ils vont être particulièrement utilisés dans les réseaux sociaux, on l'a vu, dans les nouveaux médias, parce que l'information a besoin, tu l'as dit, d'être très rapide, de fonctionner très rapidement. Et quoi de mieux qu'utiliser une image partagée par tout le monde, même si elle est un peu réductrice, mais au moins elle sera efficace. Et c'est là toute la faiblesse de certaines informations dans les réseaux sociaux. Elles utilisent tous ces biais, elles s'appuient sur ces biais et dans le cas des fake news, elles sont même au courant de ces biais et elles les utilisent volontairement, d'où la difficulté. Alors, par rapport à tout cela, Arnaud, qu'est-ce qu'il va nous falloir faire?
Alors, pour devenir nos propres journalistes et développer notre esprit critique, vous avez compris, il va falloir lutter contre soi-même et contre nos biais, maintenant que nous les connaissons, enfin du moins pour les principaux, et ceux qui rentrent en jeu, et que nous savons qu'ils sont volontairement exploités. Alors, il s'agit de mettre en place des petits gestes, des petits réflexes à avoir face à l'information. Alors, ce n'est pas la garantie absolue contre la désinformation, mais ça permet déjà de filtrer une bonne partie et d'éviter de transmettre ou de diffuser nous-mêmes de la désinformation. Alors, les cinq réflexes à avoir qu'on vous liste ici. La première chose, toujours se méfier des émotions immédiates, principalement si elles sont générées par une information provenant des réseaux sociaux. On l'a vu, les émotions sont plus court chemin pour utiliser nos biais. Alors, ça demande de la retenue, ce n'est pas toujours simple, mais ça permet dans bien des cas d'éviter de se décrédibiliser. Les exemples sont nombreux de personnes de bonne foi qui se sont laissées envahir par leurs émotions sur une image ou une info sans la vérifier, et parce que cette info venait aussi confirmer leur vision des choses. Et donc, une fois passé cette étape, le premier réflexe face à une info, surtout si elle est sensationnelle, c'est d'utiliser naturellement des outils de vérification des faits. Je vais vous en présenter quelques-uns dans le prochain slide. Et c'est un réflexe systématique qu'il faut avoir, presque naturel maintenant, surtout quand une info est sensationnelle. Alors, ça évite aussi dans beaucoup de cas de passer, excusez-moi, mais pour un idiot, des fois en relayant une fake news ou un hoax, comme on dit, c'est-à-dire un canular. Ensuite, l'autre réflexe, c'est de se demander qui est à la source de l'information. Est-ce que c'est un internaute lambda, une personne connue, un organisme officiel, une association, un lobby? Concrètement, quand vous avez un post, il faut cliquer sur le lien vers la publication qui se trouve habituellement en dessous de l'image. Ce lien vous amènera à la publication originale et vous pourrez alors déterminer si elle a été affichée par une source identifiée ou pas. Et il ne faut jamais se contenter d'un type de post et d'une image. Et si, à la fin, on ne peut pas identifier clairement la source de l'info, il y a méfiance. Ce qui nous amène à l'étape suivante, une fois la source identifiée, vérifier la source. Il suffit de consulter simplement avec Google ou Wikipédia pour vérifier que le site ou le média existe vraiment, qu'il a une bonne réputation. Il faut aussi, à ce stade, exercer son esprit critique, c'est-à-dire de se poser la question de l'intérêt de la source pour l'actualité en question, et donc peut-être d'avoir des doutes sur ses intentions cachées. Voilà. Pour vérifier la fiabilité d'une source, vous avez également un outil très pratique qu'on verra qui s'appelle le décodex du monde, où il vous suffit de rentrer l'URL du site pour avoir des informations sur le média en question. Cinquième point, enfin, un réflexe à toujours avoir également, vérifier si d'autres sources reprennent l'information. Il suffit de lancer une recherche toute simple sur votre moteur de recherche dans la rubrique Actualité, par exemple Google Actualité, pour vérifier si d'autres médias ont rapporté la même nouvelle. Si vous avez une info sensationnelle qui n'est reprise que par le site d'information sputniknews.com, il y a toutes les raisons d'être prudent sur l'info en question. Alors même si en ce moment, vous aurez du mal à aller sur ce site, en tout cas si vous résidez en France. Voilà pour les premiers réflexes qu'il vaut mieux maintenant avoir face à l'information, sachant que ce n'est pas toujours simple, encore une fois, dans le flux incessant de données et d'informations et avec la vitesse à laquelle ça va. Voilà, en sachant encore une fois qu'il faut lutter contre nos propres biais qui sont surexploités dans l'économie de l'attention. Et donc, il n'y a pas de mystère, il faut s'entraîner, il faut se forcer pour acquérir au fur et à mesure ces bons réflexes. Donc, les outils. Alors, comme je vous le disais, on a des outils pour nous aider. Je vous en présente rapidement quelques-uns. Alors, il y en a d'autres, mais ce sont ceux que moi, j'utilise naturellement. Alors, le premier, c'est un historique. C'est Hoaxbuster qui existe depuis très longtemps et qui lui permet plutôt de vérifier les canulars, mais il y a également aussi pas mal de fake news dedans. Les deux autres sont des sites de vérification de médias officiels en qui on peut avoir quand même raisonnablement confiance quand même. Ce sont les décodeurs du monde et les vrais faux de France Info. Voilà, ça permet déjà de faire un premier filtre et à noter aussi le moteur de recherche des codex du monde que j'ai évoqué tout à l'heure, qui permet de vérifier la fiabilité d'un site ou d'une source. Ça peut être utile, encore une fois, pour construire son esprit critique. Un autre point important, la vérification d'images. On a vu que les fausses informations utilisent l'émotion et non la réflexion, et souvent cette émotion passe par l'image. Il y a donc lieu de savoir vérifier la source et la véracité d'une image.
Pour ça, on a plusieurs outils gratuits, comme Google Images. Il suffit de sélectionner une image par une URL ou un fichier. Et ça permet de voir s'il existe des images qui ressemblent et où et quand elles ont été utilisées. Alors, c'est très efficace pour voir si une photo n'a pas été détournée de son contexte, avec la date et le lieu réel de la photo, ou modifiée, ou même simplement recadrée pour cacher un élément de la photo qui changerait complètement le message. Je vous cite également des outils aussi très sophistiqués comme le site TinEye ainsi que InVid, qui lui est un plugin à installer sur son navigateur. C'est très pratique pour les réseaux sociaux car on peut avoir une analyse de l'image plus directement. Par contre, je vous avoue que c'est un peu plus compliqué à utiliser et à exploiter derrière. Voilà donc pour les réflexes à avoir et les outils à notre disposition pour exercer notre esprit critique. Passons maintenant à nos ados. Et on va voir comment aborder ce sujet avec eux. Et avant de passer la parole à Nadège, je vais vous partager quelques statistiques très récentes sur nos ados face à l'information et qui vont confirmer la nécessité pour nous, parents, de se former à l'information et d'accompagner. Alors, la première chose, c'est que la famille reste la première source d'information. Par contre, les réseaux sociaux arrivent tout de suite après en deuxième position. Et une enquête très récente de novembre 2021, réalisée par Milan Presse, nous dit que 85% des ados de 10 à 15 ans sont sensibles à au moins une théorie considérée comme complotiste. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont quand même conscients que la manipulation est possible et ils sont beaucoup plus sensibilisés que nous pouvions l'être sur ces sujets. Et près de 2/3 d'entre eux se posent la question de la véracité d'une information. Alors la moins bonne nouvelle, c'est que près de 70% d'entre eux n'iront pas la vérifier. Donc ça montre bien l'importance, de la famille, des parents que nous sommes, et l'urgence à développer les bons réflexes et l'esprit critique de nos ados. Alors l'esprit critique, ça ne veut pas dire critiquer pour critiquer, mais c'est savoir remettre en question intelligemment et de manière structurée pour faire avancer une vision qui se rapproche le plus de la réalité. Et c'est une compétence qui s'apprend. Elle n'est pas intuitive et surtout avec les réseaux sociaux. Alors, je vais laisser maintenant Nadège nous expliquer comment concrètement accompagner intelligemment et subtilement nos ados vers l'esprit critique. Merci Arnaud. Alors, je vais essayer en 4 points assez rapidement et surtout après en vous proposant des supports de vous permettre d'aborder ce sujet avec vos adolescents. Le premier élément, le premier conseil à avoir pour vous-même d'ailleurs et pour vos ados, c'est de diversifier les sources d'information. Ça, c'est vraiment un élément très important, c'est d'expliquer à vos adolescents qu'un seul réseau, une seule source ne donne pas de l'information et on verra les orienter vers des sources d'information vérifiées, si possible des sources d'information qui peuvent être payantes parce que c'est quand même une garantie, ou si ce n'est pas le cas, on va le voir, des sources d'information qui sont en lien direct avec les médias classiques parce que les médias plus habituels, plus classiques, sont en train de se saisir de ces supports numériques et c'est quelque chose d'important et sont en train, en état à même de nous proposer des informations intéressantes. Le deuxième critère, le deuxième élément qui peut être important, c'est de faire de cette recherche de l'information un jeu. On peut très bien, prendre nous-mêmes notre propre téléphone, dire tiens, tu m'as dit ça, allons regarder d'où vient cette photo, allons regarder d'où vient cet élément et expliquer que c'est un peu un travail en réalité d'enquêteurs que nous avons à mener et que le but n'est pas non plus de dire que tout est faux et qu'on essaie de nous manipuler, c'est juste de dire que c'est intéressant d'aller chercher cette source et de pouvoir aller chercher la vérité, mais un peu comme un jeu et pas automatiquement dans un discours uniquement alarmiste et négatif. Ça, c'est quand même quelque chose qui est très difficile pour nos ados. Ils vivent déjà dans un monde qui est quand même très anxiogène, qui fait
terriblement peur et ils sont, il faut le dire, ils sont quand même fatigués de tous ces discours qui sont basés sur le négatif, sur la peur, sur l'angoisse, sur le tout manipulation. Il vaut mieux présenter ça de façon positive, ils y seront beaucoup plus sensibles et puis ça arrêtera peut-être aussi de nourrir ce climat un petit peu ambiant qui est très négatif et qui de toute façon fait le jeu de la désinformation. Troisième élément, rappeler à nos ados que l'intérêt d'aller vérifier les sources, l'intérêt de savoir vraiment et d'aller chercher différents points de vue, eh bien, c'est que cela va leur permettre de construire leur argumentation. Et il y a quelque chose que nos ados adorent faire, eh bien, c'est argumenter, négocier, montrer qu'ils ont raison. Et là, l'idée, c'est de les challenger un petit peu sur ce point, et d'ailleurs ça rejoint le point 4 de faire confiance. L'idée est de leur dire, eh bien écoute, tu penses ça, eh bien prouve-le-moi, tu me dis ça, donne-moi tes sources, c'est toi qui le dis, telle ou telle personne le dit dans tes réseaux sociaux, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui le disent? Et peut-être que vous savez, vous, d'emblée, que cette information, elle est fausse, peut-être que vous savez qu'elle est assez inexacte, mais si vous commencez à dire à votre ado, bah, attends, ce que tu me dis, c'est débile, ça sert à rien, là, t'as faux, tac, 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 eh bien, votre ado, il va plus venir échanger avec vous, il va considérer que vous le mettez de côté, que vous savez et que eh bien, lui, c'est un pauvre imbécile, mais ça lui donnera plus du tout l'envie de venir échanger. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Il faut reprendre cette habitude avec nos adolescents, qu'on soit des parents ou des éducateurs, eh bien, de leur donner la possibilité de s'exprimer, peut-être de venir effectivement donner des informations partielles ou fausses, mais qu'ils retrouvent ce plaisir de venir argumenter et de défendre eh bien, leur opinion. Alors, j'avance pour qu'on ait le temps pour les questions. Voilà des médias que nous pouvons et que franchement nous vous conseillons. Alors, d'abord, il y a des médias qui vont donner une information très rapide, très résumée, mais vérifiée sur Instagram. Et vous avez notamment deux sources françaises que l'on peut citer et qui d'ailleurs sont beaucoup reprises aujourd'hui. C'est Gaspard G et Hugo Décrypte. Hugo Décrypte donnant l'intérêt d'avoir une information par 5 informations par jour, mais qui sont des informations vérifiées et qui sont, et c'est ça qui est très intéressant, des informations extrêmement factuelles. Vous retrouvez également un jour une question pour des enfants un petit peu plus jeunes, mais c'est vraiment intéressant et qui là aussi donne des informations vérifiées. Et puis, sur YouTube, vous avez aujourd'hui de nombreux médias classiques qui sont venus investir eh bien, cette plateforme et sous forme vidéo. Vous retrouvez Le Monde, vous retrouvez Arte Journal Junior, qui est également une très très bonne base d'information, France 4 ou France Inter, The Economist pour ceux qui pratiquent l'anglais ou qui ont envie de s'améliorer. Et donc là, vous avez de très bonnes sources d'informations. Et puis, vous avez des médias adaptés ados, alors là, qui ne vont peut-être pas être dans l'actualité immédiate, mais qui vont permettre de comprendre le monde dans lequel nous vivons et ce qui s'y passe. Et vous avez notamment Télécrayon ou Dessine l'écho, qui sont vraiment des sites très intéressants et qui vous donnent de l'information. Et puis, il y a 2 podcasts, et il y en a d'autres, mais il y en a 2 que j'aime plus particulièrement. Le premier, Salut l'info, et le deuxième, Okapi, ma vie d'ado. Les podcasts aussi sont une très bonne façon eh bien, d'informer nos ados. Alors, peut-être qu'ils acceptent de les mettre sur leur téléphone ou eh bien, de mettre ces podcasts qui sont très rapides eh bien, quand ils sont dans la voiture avec vous, parce qu'à ce moment-là, de toute façon, ils sont un peu en votre pouvoir, ils sont dans la voiture et avant de les laisser écouter leur musique, eh bien, proposez-leur un podcast. L'intérêt du podcast, c'est qu'on est sur une dizaine de minutes, généralement 10 à 15 minutes, et donc c'est tout à fait négociable avec nos adolescents. Il y a une autre façon aussi d'informer nos ados
par rapport à l'éducation aux médias, Arnaud, et tu vas nous la présenter maintenant. Oui, juste un mot là, sur l'application MyTuga Ado, dont on avait évidemment déjà parlé, mais qui propose un parcours d'apprentissage spécifique, hein, avec justement toute la pédagogie MyTuga, c'est-à-dire subtilement, sans moralisation et sans infantilisation. Et dans ce parcours gamifié qui utilise les codes de communication de nos ados, on va traiter effectivement de nombreux sujets sur la vie numérique et notamment de la manière de s'informer. L'idée, c'est qu'on va leur faire prendre conscience de certains biais qui sont à l'œuvre pour illustrer un principe qui va jouer dans tel biais de confirmation, la théorie du complot, adopter des réflexes de vérification. On a là des exemples de ces petites vidéos. Alors, ces petites vidéos qui durent 45 secondes, 1 minute max. Hein. L'idée, c'est ils en ont une par jour. Et à la fin de la semaine, ils passent un petit quiz sur le thème de la semaine. Donc ça, c'est sur la partie ado. Et évidemment, donc là, vous voyez des petits exemples. Et les parents ne sont pas en reste parce que sur la partie parents, donc l'application parents, les parents peuvent voir justement la progression de leur ado avec les quiz et puis les différentes vidéos qu'ils ont pu voir. Et ça peut aussi amener à des discussions sur différents sujets, notamment le sujet sur comment bien s'informer.